Chers amis, bonjour. On se retrouve comme chaque semaine aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Mais avant d'en venir au sujet de l'insécurité et comment le traiter, je vous invite à aller sur le site de l'Institut Apollon. Régulièrement, nous lançons des pétitions. La dernière, c'est pour l'arrêt de l'immigration en France. Je vous invite à aller signer cette pétition et à surveiller régulièrement le site pour signer celle que nous proposons. Merci beaucoup. Le président de la République a livré au Figaro ce dimanche 18 avril une interview censée montrer sa détermination à lutter contre l'insécurité et le trafic de drogue dans notre pays. Son déplacement à Montpellier, le lendemain, enfonçait ce clou un peu rouillé. Plus de bleu sur le terrain en 2022 qu'en 2017. Voilà le remède que propose le président de la République à la hausse continue de la délinquance et des atteintes à l'ordre public dans un pays, la France, en pleine dérive. Il admet aussi que la consommation de drogue et les trafics qu'elle engendre sont devenus des problèmes explosifs pour notre société. Et de fait, la France a un sérieux problème. Selon les chiffres les plus récents de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies, l'OEDT, en 2017, les Français âgés de 15 à 64 ans étaient les premiers consommateurs de cannabis en Europe, ex aequo avec les Espagnols. 11% d'entre eux s'étaient drogués de cette manière, au moins une fois durant l'année écoulée. Avec un taux de 10%, les Italiens arrivaient juste derrière les Français et les Espagnols. Cette tendance se retrouve de manière très nette chez les jeunes adultes français. Dans la catégorie des 15 à 34 ans, 58% ont déjà consommé du cannabis au cours de leur vie. Loin devant les deuxièmes, les Estoniens, 46%. Et au cours de l'année 2017, 22% des Français de 15 à 34 ans ont consommé du cannabis, devant les Italiens, 21%. Un phénomène qui n'est pas lié à une forme de laxisme législatif. En effet, la France a l'une des législations parmi les plus répressives du continent, même s'il est vrai, elle l'est beaucoup moins que celle d'autres pays dans le monde, Asie en particulier. En réalité, ce problème endémique provient d'une loi qui est plus que mollement appliquée. Face à cela, Emmanuel Macron se targue de l'amende forfaitaire délictuelle de 200 € qu'il a créée pour dissuader la consommation. 70 000 PV dressés depuis septembre, affirme-t-il crânement. Soit. Mais combien de ces PV ont-ils été effectivement payés ? Il est difficilement discutable que la multiplication des incidents avec nos forces de l'ordre dans les zones de non-France est liée, au moins en partie, à la question des stupéfiants. Le séparatisme arabo-afro-musulman qui grandit dans ces territoires a certes une base identitaire, mais pas seulement. Ou plus exactement, ce séparatisme identitaire se nourrit d'un séparatisme économique qui se définit par une économie souterraine prospère dont la drogue est la pierre angulaire. L'argent généré par le trafic de stupéfiants se compte en milliards et permet d'irriguer, en su de minima sociaux où les populations de ces zones sont surreprésentées, une véritable politique de redistribution dont vivent des centaines de milliers de familles. La drogue participe ainsi d'un écosystème indépendant, tournant en quasi-vase clos et partant d'un véritable sécessionnisme territorial. En clair, des peuples vivent désormais leur identité, avec leur argent, sur des territoires qui ne sont plus les nôtres. Dans cette optique, les Bleus perturbent le business de la CAM et c'est aussi à ce titre qu'ils sont combattus. Mais plus généralement, le président se trompe de diagnostic. Bien sûr que nous avons besoin de davantage de képis dans nos rues, mais est-ce si dissuasif qu'il le prétend ? On peut sérieusement en douter. Quand on voit des groupes de jeunes assaillir policiers et gendarmes avec une audace incroyable, l'ironie du propos présidentiel est si dense qu'on s'en est tout frais. Nous l'entendons d'ailleurs à longueur de journée de la part des agents de la force publique eux-mêmes qui disent « il n'y a plus aucune peur du gendarme ». 3 explications à ce grand désordre. La première, la véritable haine identitaire qui s'est installée dans ces territoires contre des gardiens de l'ordre républicain perçus comme blancs. Et cette pulsion désinhibe et décomplexe particulièrement. La deuxième explication, c'est la déshérence sociale liée au chômage, mais également à la monoparentalité pauvre. La troisième explication, c'est surtout une réponse pénale qui n'est pas du tout à la hauteur de la violence qui sévit dans notre société. Ce dernier point fait débat. Le monde gaucho-progressiste nous explique que la France serait déjà répressive
contrairement à ce qu'il présente comme une légende urbaine répandue par la droite et la fantasmatique extrême droite. Il rajoute que la sanction n'est pas la bonne réponse. Il est temps d'en finir avec ce mythe asséné par la gauche et l'extrême gauche sur tous les plateaux et à longueur de colonne. Non, la France n'est pas particulièrement répressive. La meilleure preuve émane de l'Université de Lausanne et du Conseil de l'Europe, deux institutions qui nous livrent un décompte précis du nombre de détenus pour 100 000 habitants sur l'ensemble des 47 pays du Conseil de l'Europe. En 2019, donc hors effet Covid, la médiane européenne du taux d'incarcération se situe à 105 et la moyenne à 126. La moyenne française est à 104. Et nous sommes largement dépassés par l'Espagne et le Royaume-Uni qui sont respectivement à 126 et 137. La Pologne, quant à elle, atteint 190. Bref, la France n'est pas répressive au regard du taux d'incarcération. Mais la question n'est pas là. Tout dépend du niveau de violence prévalant dans les pays étudiés. Le nôtre n'est certes pas connu pour un taux d'homicide élevé. Mais la délinquance et la criminalité non létale qui minent la société française nous sont devenues tout simplement insupportables. Disons-le clairement, répressive ou humaniste, la réaction d'une société face à la délinquance et à la criminalité doit fondamentalement être un choix de civilisation basé sur la décision souveraine d'un peuple, et en l'occurrence d'une autre. En effet, la criminologie n'apporte aucune certitude quant à l'impact de la politique pénale sur le niveau de violence. Comme la plupart des sciences sociales, la criminologie, en effet, est éminemment inexacte et la recherche en la matière fourmille d'études qui démontrent tout et son contraire. Au sein du camp de la France, nous pensons qu'il faut emprisonner délinquants et criminels plus et plus longtemps. À tort ou à raison, nous plaçons la sanction au cœur de la réponse à la rupture du pacte social qui nous lie tous. Si tu me voles, si tu m'agresses ou si tu me tues, tu dois payer. Et d'autant plus cher que ce que tu m'as fait subir est grave. Et encore plus cher si tu es un récidiviste, car ta récidive prouve que tu ne veux ni changer, ni même t'amender. Ta vie, tes antécédents, tes frustrations ou tes pulsions, je m'en moque. Ce qui compte, c'est ce que tu m'as fait subir à moi, individu, ou à moi, collectivité, alors que je ne t'avais rien fait. Le fait que la prison risque de t'abîmer davantage m'indiffère. Tu n'avais qu'à y penser avant, puisque le délit ou le crime que tu as commis, tu l'as commis en conscience. Tes regrets et ton repentir tardif, je les entends, mais ils ne t'exonèrent pas de ta peine. Garde-les pour devenir un bon citoyen à ta sortie du Niouf. La condition de cette politique est l'ouverture de 20 000 places de prison supplémentaires. On nous oppose le refus des maires à la construction de nouvelles centrales pénitentiaires ou maisons d'arrêt sur leur territoire. Qu'à cela ne tienne, nous avons bien assez de bases militaires abandonnées pour y construire des prisons sans avoir à passer sous les fourches codines d'édiles locaux, prompts à réclamer plus de sécurité mais rétifs à en accepter les conséquences. Par ailleurs, quel pays au monde autre que la France accepterait que ces prisons soient occupées à 25% de leur capacité par des détenus étrangers? Même les responsables politiques français les plus lucides sur la nécessité d'incarcérer systématiquement les crapules après leur condamnation refusent mordicus d'aborder ce point. Pourquoi ? Pourquoi la France serait-elle condamnée à entretenir en prison et à grands frais, aux frais du contribuable français, des individus qui de surcroît n'avaient aucune vocation à être chez nous? Qui plus est, après y avoir commis des crimes ou des délits. Foutre tout ou partie des détenus étrangers dehors à l'issue de leur peine permettrait de soulager tant notre espace carcéral que notre administration pénitentiaire. Les juges ne doivent plus pouvoir décider ce que bon leur semble. Un juge est là pour appliquer la loi et non pour la faire. L'actualité nous a d'ailleurs livré deux incroyables exemples de la forfaiture de certains magistrats. Le véritable déni de justice dans l'affaire Sarah Halimi et l'incompréhensible clémence dans le verdict de l'affaire de Viry-Châtillon. Dans la première affaire, celle de Sarah Halimi, la Cour de cassation a confirmé la bouffée délirante du tueur antisémite d'origine malienne Kobili Traoré. Pas de maladie psychiatrique chronique, donc pas d'hospitalisation d'office sur longue période. Et discernement altéré, le rendant irresponsable de ses actes, donc pas de procès. La vie est belle, ce criminel abject est donc libre. Qui imaginerait un instant que si le tueur avait été un identitaire, les juges ne se seraient mis en quatre pour tordre le droit et mettre le coupable, à juste titre, hors circuit pendant des années? Là, rien. Kobili Traoré reste sûrement aux yeux de ses juges une chance pour la France,
comme d'ailleurs la racaille criminelle qui a immolé des policiers à Viry-Châtillon pour tenter de les tuer. Vous êtes une richesse pour notre pays, leur a même dit, toute honte bue, l'avocat général à la fin de sa plaidoirie. Les juges doivent être rendus responsables de leurs actes et leurs noms doivent être dévoilés en cas de collaboration, de complaisance ou même de faiblesse avec les criminels et les délinquants. Comme on le fait avec les représentants de toutes les autres professions, pour beaucoup moins que cela. Un juge qui libère, sous des motifs foireux, un criminel qui, dans la foulée, récidive, comme cela s'est produit à de nombreuses reprises ces dernières années, doit faire l'objet de poursuites. En amont, des lois plus contraignantes doivent être votées afin que des peines minimales soient établies pour certains types de délits. Quant à la récidive, elle doit être sanctionnée de façon exponentielle. La logique de cette nouvelle politique pénale est simple, toute de bon sens. Un criminel ou un délinquant qui n'a pas compris la première fois prendra plus cher la seconde et encore plus cher la troisième, etc. Et s'il veut passer sa vie en prison, c'est son choix. Par contre, une fois sa peine purgée, la société doit faciliter sa réintégration. C'est pourquoi, en prison, les détenus doivent être fortement encouragés à travailler et à étudier. Le lien avec la famille et les proches doit être maintenu autant que possible. La vie pénitentiaire ne doit évidemment pas être un camp de vacances, mais ne doit pas non plus être un enfer de crasse, de promiscuité et de violence, y compris sexuelle. Le grand écrivain russe Fyodor Dostoïevski écrivait « On peut juger du degré de civilisation d'une société en entrant dans ses prisons ». La privation de liberté, dans son sens le plus absolu, est la sanction. Inutile d'y rajouter l'indignité. Les remises de peine automatiques, permettant de n'effectuer que la moitié de la punition, ne sont plus acceptables si un individu a été condamné à 2, 5, 10 ou 30 ans de prison, c'est qu'il les a mérités. En conséquence de quoi, il doit au moins en purger les 2/3 et non la moitié comme c'est le cas aujourd'hui. Et encore, à la condition expresse et dûment vérifiée que son comportement en prison ait été exemplaire, et non pas de façon automatique comme c'est scandaleusement le cas aujourd'hui. Le juge d'application des peines, qui décide quasiment seul du sort des condamnés, devra suivre la décision de la commission d'application des peines. Aujourd'hui, et aussi incroyable que cela puisse paraître, il peut passer outre la décision de cette commission. Dans le cas d'un assassin, un jury populaire, et non des juges seuls, devra décider de toute libération anticipée. Notre société, chers amis, doit retrouver le chemin de la simplicité. Tu fais du mal, tu es sanctionné sur la base de l'acte commis et des circonstances qui l'entourent, et non pas en fonction de ta personnalité, de ton passé et de ton futur éventuel, surtout quand tu as privé ou fortement abîmé le futur d'un autre être humain innocent. Cette approche sera jugée simpliste, réductrice ou insensible par tout ce que la France compte de belles âmes humanistes. Peut-être. Mais nous assumons pleinement d'être du côté des victimes et de leur offrir, à eux et à leurs proches, le sentiment que justice a été faite. Mais plus encore, nous considérons que dans une société où foisonnent des dispositifs et autres filets sociaux au coût abyssal et qui ne laissent personne sur le bord de la route, la prédation est d'autant plus inacceptable et d'autant plus punissable. L'année prochaine, en 2022, nous aurons collectivement la possibilité de changer de logiciel en matière de sécurité et de justice. Des forces de l'ordre plus nombreuses, plus soutenues, mieux traitées et une réponse pénale sensiblement plus dure pour ceux qui s'attaquent à notre société. Voilà ce que nous proposons. Les Cassandres nous diront que nous risquons de mettre le feu au pays. Ils se trompent. Nous enverrons des Canadaires sécuritaires bombarder les innombrables incendies qu'ils ont allumés par incompétence, naïveté ou pire, par collaboration. Le maintien de la paix passe par le déploiement de la force légitime, dont, en France, la République est seule détentrice. Vive la France, vive la République. Merci pour votre attention.